Bonjour monsieur, je m'appelle Najih El-Mahdi, je travaille en collaboration avec Ilyes Naoui. C'est un projet nommé commande de vitesse de la machine à courant continu à base d'une carte Raspberry, mais on a fait aussi l'implémentation dans une carte Arduino. Ce travail est réalisé sous l'encadrement de vous-même, monsieur Mounir Ben Saïd. Donc voilà le plan de cette présentation. Donc on va commencer par une petite introduction générale dans laquelle on va parler un peu sur la machine à courant continu de manière générale et on va situer les problématiques qu'on va traiter dans ce projet. Dans la deuxième partie, on va concevoir et simuler quelques correcteurs. On a choisi la correction PID et correction par placement de pôle. On va implémenter ces corrections. Donc la troisième partie, on va voir la notion hardware de loop. Et quatrièmement, on va commander un modèle de la machine à courant continu qu'on a implémenté dans un Arduino. On va la commander par une carte Raspberry avant de terminer cette présentation avec une conclusion. Donc, de manière générale, la machine à courant continu, c'est un convertisseur d'énergie qui est réversible. C'est-à-dire, on peut convertir l'énergie électrique en énergie mécanique dans le cas de fonctionnement moteur, ou bien on peut convertir l'énergie mécanique en énergie électrique dans le cas génératrice. Donc, l'utilisation industrielle de la machine à courant continu présente les limitations suivantes. Donc, la vitesse maximale qu'on peut atteindre avec une machine à courant continu, c'est 300 tours par minute pour les puissances moyennes. Et la tension d'alimentation est limitée, ainsi que la puissance maximale que peut fournir la machine à courant continu, c'est inférieur à 1 MW. Et l'impossibilité de l'emploi des atmosphères explosives ou bien dans les milieux qui sont agressifs à cause des arcs électriques qui se trouvent au balai. Mais malgré ces limitations, la machine à courant continu reste très utilisée, principalement dans les situations suivantes. Lorsqu'on dispose qu'une tension continue, lorsqu'une précision élevée en vitesse est demandée, et lorsqu'on veut un couple élevé à l'arrêt. Dans cette partie, qu'est-ce qu'on a fait? On a implémenté le modèle de la machine à courant continu en boucle ouverte dans Simulink. À l'entrée de ce système, on a la tension I et à la sortie, on a la vitesse. On remarque que avant d'appliquer un couple résistant et que la valeur de la vitesse suit la tension appliquée à ces bords. Et ça, c'est un avantage pour la machine à courant continu. C'est-à-dire, si on veut la commander, on joue seulement sur la tension appliquée à la machine. Donc, à l'aide d'un hasher, on peut varier tout simplement la vitesse. Mais lorsque on applique une charge, c'est-à-dire que on a un couple résistant, la réponse de vitesse diminue pendant l'application de ce couple. Donc la question qui se pose est comment on peut compenser cette chute de vitesse malgré les couples appliqués à la machine. Donc la réponse de cette question, c'est l'utilisation des correcteurs et ces corrections on va voir dans la partie prochaine. Alors, bonjour monsieur. On passe à la partie de la conception et simulation des correcteurs. Comme on sait, la machine à courant continu est décrite par la fonction de transfert suivante. Où K, c'est la constante de vitesse et de couple, G, le moment d'inertie, L, l'inductance de l'induit, R, la résistance de l'induit, F, c'est le coefficient de frottement. Donc, on a pris les paramètres suivants qui vont modéliser notre machine. Voilà le schéma bloc de la machine sous le logiciel Simulink. Donc, voici le schéma bloc où l'entrée, c'est la commande U et la sortie, c'est notre vitesse à contrôler.
Puis, on a une entrée supplémentaire de perturbation qui modélise la perturbation du couple résistant. Donc, l'objectif de ce projet est de la commande de vitesse. Donc, c'est-à-dire la génération d'un signal de commande U de T qui satisfait le cahier de charge suivant. Donc, le cahier de charge qu'on a fixé, c'est qu'on veut une sortie sans dépassement, donc c'est-à-dire la vitesse, un temps de réponse proche de 0,4 secondes et une erreur nulle en régime permanent malgré l'existence des perturbations extérieures. Donc, parce qu'on ne peut pas agir sur les perturbations, mais on peut agir sur le signal de commande qui va inhiber l'effet de ces perturbations. Donc, pour satisfaire ce cahier de charge, donc, on a recours à utiliser des correcteurs. Donc, on a plusieurs correcteurs, mais on a choisi la correction par placement de pôle, la correction proportionnelle intégrale, puisque on veut une erreur nulle en régime permanent, et une correction par PID. Donc, on a ajouté l'action dérivée pour ajouter certaines stabilités ou certaines dynamiques à notre boucle de régulation. Donc, on commence par le correcteur par placement de pôle. Donc, le correcteur par placement de pôle, donc qui satisfait le cahier de charge qu'on a vu précédemment. Donc, il faut placer deux pôles pour avoir une fonction de transfert en boucle fermée qui satisfait notre cahier de charge. Donc, notre cahier de charge dit qu'on veut une sortie sans dépassement. Donc, on a fixé le coefficient d'amortissement égal à 1. Puis, on a un temps de réponse égal à 0,4 secondes. Donc, on sait qu'il y a une relation avec la pulsation naturelle et le temps de réponse qui est supérieur ou égal à 1. Donc, c'est cette équation avec laquelle on peut calculer la pulsation naturelle. Donc, on a trouvé 15 radians par seconde. Donc, par conséquent, on a deux pôles puisque m égale à 1, donc coefficient d'amortissement égale à 1, donc on a un pôle réel double égal à moins 15. Donc, après le calcul, donc la fonction de transfert désirée en boucle fermée, c'est la suivante. Donc, pour le calcul pour calculer le correcteur, donc la fonction de transfert de correcteur, c'est C de P. La fonction de transfert du modèle de la machine, c'est G de P. La fonction de transfert en boucle ouverte, c'est celle-là. Donc, C fois G sur 1 plus CG, elle doit être égale à la fonction de transfert désirée. Donc, pour calculer la fonction de transfert du correcteur pour placer un pôle double en boucle fermée, donc on résout cette équation. Donc, on trouve par la suite que le correcteur continu s'écrit sous cette forme, et la transposition de ce correcteur à un correcteur numérique s'écrit sous cette forme. Donc, on va simuler la réponse à ce type de correcteur sous le logiciel Simulink. Alors, sous MATLAB, on a créé ce fichier .m, donc où on a modélisé la machine, puis on a calculé le correcteur. Donc, on a pris coefficient d'amortissement égal à 1, le temps de réponse égal à 0,5, 0,4. Puis, on a calculé la fonction de transfert du correcteur. Donc, voici la fonction de transfert désirée. Donc, c'est celle qu'on a trouvée. Donc, la fonction de transfert, voilà, désirée en boucle fermée. Donc, et le correcteur, c'est celle-là. Donc, la fonction de transfert du correcteur. Donc, et voici la simulation. Donc, par placement de pôle, donc on a donné, on va simuler une réponse indicielle.
Voilà. Donc, on constate qu'il n'y a pas de dépassement. Donc, puis, on a un temps de réponse qui est proche de 0,4 secondes. Donc, voici la temps de réponse à 5%. Donc, de la même façon, on a un correcteur proportionnel intégral, donc, qu'on a calculé, donc, sous cette forme, puisque le correcteur intégral peut annuler l'erreur en régime permanent, donc on a trouvé cette équation de transfert, cette fonction de transfert, et cette fonction de transfert numérique. Donc, le même cas pour un correcteur PID numérique. Donc, c'est la fonction de transfert standard d'un correcteur PID numérique. Donc, où il y a la constante Kp, la constante T égale à 10 millisecondes, N égale à 10. La variable, la constante d'échantillonnage TE, elle est prise de telle façon qu'elle soit 10 fois inférieure à la plus petite constante de temps du système. C'est la constante de temps électrique L sur R. Donc, on a pris TE égale à L sur 10R. Donc, on simule le fonctionnement du régulateur proportionnel intégral. Donc, on a donné une consigne comme suit. Donc, on a appliqué une perturbation ici. Donc, voilà. On voit que le correcteur, que la sortie puisse suivre la consigne malgré l'existence des perturbations. Le même cas pour le proportionnel intégral numérique. Donc, il n'y a pas de dépassement. Et pour le correcteur PID. Donc, le correcteur PID, il a donné la même réponse. Donc, ici, donc, on peut faire une comparaison entre les différents correcteurs. Donc, on a en jaune placement de pôle, en bleu correcteur proportionnel intégral et en rouge, en orange le correcteur proportionnel intégral dérivé. Donc, on constate que le proportionnel intégral il est un peu lent par rapport aux autres correcteurs, donc un peu retard. Il y a un peu de retard par rapport à les autres. Et pour les correcteurs PID et placement de pôle, ils ont donné une bonne réponse. Donc, malgré l'existence des perturbations, le système arrive à suivre la consigne. Donc, la simulation hardware in the loop est un type de simulation en temps réel. Donc, c'est-à-dire dans ce type de simulation, les lois de commande sont déployées sur le matériel final, tandis que les convertisseurs de puissance, l'installation des machines, les capteurs sont simulés. Donc, il est utilisé pour tester cette méthode de hardware de loop, utilisée pour tester la conception d'un contrôleur quelconque. Donc, il montre comment le contrôleur répond en temps réel. Donc, il est utilisé également pour déterminer si votre modèle de système physique est valide ou non. Donc cette méthode hardware in the loop, donc, il est du coup très réduit. Donc, c'est par exemple pour exécuter des tests sur des machines complexes comme les systèmes aéronautiques, on aura besoin d'un investissement financier important. Donc, les tests sur le terrain peuvent être réduits en utilisant le hardware in the loop en complément. Donc, il permet aussi de réduire les risques associés à l'échec. C'est-à-dire qu'avec des installations complexes, un dysfonctionnement du système de commande, par exemple, peut détruire l'équipement à contrôler ou présenter des risques pour la sécurité des humains. Donc, le hardware in the loop peut être utilisé au début d'un projet pour valider notre contrôleur. Donc, dans ce projet, on va utiliser le logiciel de simulation MATLAB pour modéliser la machine à courant continu.
Puis, on va implémenter la commande dans un calculateur, dans un microcontrôleur Arduino. Donc, on va utiliser la carte Mega 2560. Donc, on va utiliser cette méthode pour implémenter le correcteur proportionnel intégral déjà calculé. Donc, proportionnel intégral, voici la fonction de transfert numérique du correcteur proportionnel intégral. Va donner une équation de récurrence de la forme suivante. Donc, on a implémenté ça sur le calculateur Arduino. Donc, voici l'équation de récurrence. Donc, ici, c'est la mise à jour des signaux. Puis, euh, ici, c'est le projet sous Simulink. Donc, il y a le modèle de la machine à courant continu. Donc, on prend les mesures de la vitesse et on les envoie sous forme série, donc par le port série. Puis on lit ces mesures de vitesse. Normalement, la sortie de la vitesse, c'est de type double. Donc on le convertit, single c'est float, on le convertit en float. Donc la fonction serial read permet de lire un octet à la fois. Donc on sait que la taille d'un float est de 4 octets. Donc on a divisé le float en 4 octets. Donc on envoie chaque octet indépendamment. Puis dans l'Arduino, on a implémenté cette fonction getFloat pour réunir ou pour assembler de nouveau les 4 octets qu'on reçoit. Donc, on a défini un compteur de 4, donc, et on reçoit 4 octets pour les réunir et pour assembler la mesure de la vitesse. Donc, par la suite, on calcule la commande et on l'envoie de la même façon. Donc, on envoie 4 octets. Donc, c'est un float. Donc, sous Simulink, il opère des types de données de type double. Donc, on envoie un signal de type float, on le convertit comme double, puis on attaque la machine. Donc, pour simuler ça sous MATLAB, donc on a ici l'Arduino et j'ai ce afficheur pour régler la consigne de vitesse et en dessous c'est la vitesse mesurée de la machine. Donc j'ai ces 4 boutons pour régler la consigne de vitesse. Donc pour simuler le hardware in the loop, je vais téléverser le code vers la carte Arduino. Et maintenant, on peut commencer la simulation. Donc, comme on voit, la consigne de vitesse, c'est 0. Donc, la consigne de vitesse, c'est 0 tours par seconde. Donc, je vais choisir une consigne, par exemple, donc, je vais choisir une consigne de 20 tours par seconde. Donc, 20. Je valide. Donc, comme on voit, la vitesse de la machine commence à suivre la consigne. Donc, je vais, par exemple, appliquer un couple résistant à la machine. Donc, même si on a appliqué la perturbation, la machine suit la consigne. On constate que la machine a correctement suivi la consigne sans erreur. Je peux même varier la consigne. Donc, je peux donner par exemple 15. On voit que la machine commence à suivre notre consigne. Donc voilà, on a une réponse sans dépassement. Donc comme on a fixé dans le cahier de charge. Donc, et malgré les perturbations, le correcteur a bien commandé la machine pour qu'elle doit être capable pour suivre la consigne qu'on donne.
Donc, je vais laisser la parole à Mehdi Najih pour expliquer la dernière application. Pour la deuxième application, on a utilisé deux cartes, carte Raspberry et carte Arduino Mega. Donc l'objectif est d'implémenter les différentes correcteurs qu'on a calculées, PI, PID et placement de pôle au niveau de la carte Raspberry. Et on va implémenter de la même manière le modèle de la machine à courant continu au niveau de la carte Arduino. Donc la commande qui va calculer la carte Raspberry sera envoyée à l'aide d'un câble Arduino USB et ainsi que le retour de la valeur de la sortie se fait avec le même câble. Donc pour l'affichage, on a utilisé deux afficheurs LCD. L'afficheur LCD 1, il va afficher la valeur de la consigne plus des perturbations si on a une perturbation, et tandis que l'afficheur de la sortie se fait à l'aide de l'afficheur LCD 2. Maintenant, on va voir le code qu'on a implémenté au niveau de l'Arduino. Donc voilà le code Arduino. Donc la première partie, c'est juste des initialisations pour qu'on puisse calculer la sortie du système. Donc la chose la plus importante, c'est qu'il faut que la vitesse de transmission qu'on a utilisée au niveau de l'Arduino soit la même des cartes Raspberry pour que les champs soient synchrones. Et if serial available, c'est-à-dire lorsqu'on a une donnée au niveau de la broche RX de l'Arduino, on va lire cette donnée et la stocker dans le message. Ce message, généralement, c'est une chaîne de caractères. On va la convertir sous forme d'un float. Et ce float qu'on a calculé, c'est la commande envoyée par la Raspberry qui va attaquer la machine à courant continu. Donc la fonction transfert de la machine à courant continu, on l'a convertie sous forme d'une équation de récurrence. Et ensuite, on va calculer la sortie Y du système. Cette sortie, on va l'afficher sur un afficheur LCD. Et une fois on calcule la sortie, on va l'envoyer vers la carte Raspberry pour qu'on puisse calculer la nouvelle commande qui va attaquer la machine et ainsi de suite. Donc voilà le code qu'on a implémenté au niveau de la carte Raspberry. Donc import time, import series sont des bibliothèques qu'on va utiliser durant ce code. Arduino égale serial.serial. Donc cette partie, on doit définir la vitesse de transmission. On a dit que elle doit égaler la vitesse de transmission de l'Arduino. Et de même, on va définir le port sur lequel on a branché notre Arduino. Donc la carte Raspberry dispose 40 branches plus 5 ports. Chaque branche et chaque port est là un identifiant. Donc on doit spécifier l'identifiant des ports sur lesquels on a branché l'Arduino. Dans cette partie, on va demander aux utilisateurs de choisir la vitesse désirée, et ainsi que on a deux types de perturbations. On a une perturbation à l'entrée et une perturbation à la sortie du système. Donc on demande de l'utilisateur de choisir la perturbation qu'il veut appliquer au système, et ainsi qu'il doit faire le choix entre les trois régulateurs qu'on a créés, un correcteur PI, PID et placement de pôle. Donc ça dépend du choix, il va choisir le régulateur qu'on va utiliser pour calculer la commande qui va attaquer la machine à courant continu. Pour la deuxième partie de ce code, on a créé ces correcteurs sous forme de fonctions. On a trois correcteurs, donc trois fonctions. Ces fonctions prennent en argument la valeur de consigne, la valeur de sortie, et la valeur de la commande et la valeur de l'erreur, la commande de l'erreur précédente. Donc, et il va calculer par la suite la valeur de l'erreur actuelle, la commande actuelle. Ensuite, on va faire la mise à jour des paramètres et on va retourner la commande actuelle et la commande précédente, l'erreur précédente. Donc, à chaque fois, on fait la mise à jour des paramètres et on calcule
la nouvelle commande. Donc même principe de fonctionnement pour la correction PID et pour la correction placement de pôle. Maintenant, on arrive à la dernière partie de ce code. Donc, la correction à appliquer dépend du choix de l'utilisateur. Donc, une fois qu'on choisit une correction, on va calculer sa commande et cette commande sera envoyée vers l'Arduino, c'est-à-dire la machine à courant continu. Donc, ensuite, on va attendre la réponse du système pour qu'on puisse de nouveau calculer la commande. Et ainsi de suite. Donc, on passe à la réalisation de ce projet. Donc, voilà, on lance le programme. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est d'identifier le port sur lequel on a branché notre carte Arduino. Donc, voilà, il faut qu'elle soit la même nomination. Et on démarre le programme. Donc, on va prendre comme valeur de consigne 50 la valeur, la perturbation à l'entrée appliquée et la perturbation de sortie, on donne 0,0. Et pour le choix, on fait 2. C'est-à-dire que le correcteur qu'on va utiliser pour commander notre carte Arduino, c'est un régulateur PID. Donc, on est dans le régime transitoire. Donc, il est clair que la valeur de sortie converge vers la consigne. On a donné comme consigne, on a dit 50. Donc, voilà. La vitesse de sortie presque égale la consigne qu'on a donnée. Et finalement, on arrive au régime permanent. Donc, la consigne égale la valeur de sortie. Donc, la sortie égale à 50. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va tracer la réponse de ce système au niveau de la carte Raspberry. On va comparer cette réponse avec la réponse du Simulink. Donc, voilà la réponse avec un régulateur PID. Et voilà la réponse Simulink. Donc, presque on a la même réponse. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va relancer le programme, mais cette fois-ci, on va appliquer une perturbation à l'entrée du système. Donc, on va laisser la même consigne qu'on a donnée, 50. La perturbation au niveau de la sortie, on va donner 0. Et la perturbation à l'entrée du système, on a dit qu'on va donner 5. Et on va voir est-ce que ce correcteur arrive à compenser cette perturbation. Mais cette fois-ci, on va utiliser un régulateur PI. Donc voilà la vitesse de sortie converge vers la consigne. Donc on est dans le régime permanent. Donc voilà, finalement la vitesse de sortie égale la vitesse d'entrée, 50. Et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'appliquer une perturbation de valeur 5. Donc voilà, la vitesse change, mais après un certain temps, on va voir que la vitesse se stabilise à 50. Voilà la réponse du système avec un régulateur PID.
Donc voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, soit concernant la partie théorique ou bien concernant les deux applications, n'hésitez pas à nous contacter.